Bienvenue dans À poil et sans filet, le podcast des entrepreneurs sur des sujets brûlants. Aujourd'hui, je reçois Jean-Philippe Cartier, c'est le patron le plus énervé de France sur les réseaux et on va aborder un thème crucial, la révolte des dirigeants de TPE-PME de la France qui travaille pour 2027. Salut Jean-Philippe. Salut, merci de m'accueillir. Bon, alors, Jean-Philippe, pour te présenter, tu as un CV qui est plus digne du roman que du CV professionnel. Okay. Donc, je vais te présenter à notre auditoire avant que tu commences à gueuler tes convictions derrière ce micro. Donc, avant 14 ans, tu importais déjà des jeux vidéo d'Asie pour les revendre quand tes camarades, eux, jouaient simplement avec. À 18 ans, tu quittes l'école. Est-ce que tu as le bac ou pas? C'est la légende urbaine. Sans filet pour entreprendre. Tu montes un site internet en 2000 avec seulement 100 000 francs de ton PEL. Tu fais croître le trafic de ce site au point de le vendre à Autoréflexe, de vendre ce site qui s'appelle Autoréflexe à Axel Springer. Et tu fais de cette première réussite la base de tout. Apprendre, oser, recommencer. En 2008, avec le fruit de cette première session, tu crées H8 Invest, une holding que tu détiens à 100% et qui aujourd'hui accompagne et finance la croissance de près de 40 entreprises dans des secteurs très variés, l'hôtellerie, la tech, la restauration ou encore le luxe. Tu lances aussi H8 Collection, qui est un groupe hôtelier de patrimoine, avec l'hôtel Mont-Blanc à Chamonix, le Flaubert à Trouville, la maison Pigalle à Paris et plein d'autres. Donc des hôtels de luxe que tu transformes, que tu rénomes, que tu animes, avec le lot d'actifs, d'emplois, de trésorerie, d'économie réelle que ça comporte. Et pourtant, aujourd'hui, à 50 ans, ça fait mal, je crois, tu m'as dit. Ça fait mal, le 5 il fait mal. Le 5 il fait je mal. Je préfère le 4, mais bon. Les chiffres magiques, 4-9. Faut l'assumer. Après avoir construit, tu as investi, tu as embauché, tu as transformé dans ton pays, tu es révolté par la situation actuelle de la France. Et tu te demandes, est-ce que la France est encore un pays pour entreprendre ou est-ce que c'est devenu un pays qui punit ceux qui réussissent? Donc toi, tu n'es pas politique, tu n'es pas idéologue, tu es un entrepreneur qui a vécu le système, qui l'a challengé, qui en a pris aussi. Aujourd'hui, tu veux le changer. Tu es d'ailleurs désormais plus sur les plateaux de BFM, on peut le voir dans tes posts LinkedIn que tu partages régulièrement tes interventions, que dans tes bureaux. Et aujourd'hui, on va parler du coup du travail. J'y vais le soir, à BFM souvent. Je suis dans mon bureau la journée quand même. Quand même, ouais. Bon, rassurez-vous, je travaille encore un peu. Jean-Philippe, il travaille encore. Donc le travail qui ne pèle plus, on va parler de ça. On va parler aussi de l'investissement en France quand tout est plus compliqué qu'avant. Et enfin, on va parler de la révolte silencieuse des leaders économiques. Ça te convient comme programme? Très clair, sujet qui me parle. Donc à ta dispo pour en parler. Tu veux que je commence par quoi? Je vais te poser ma première question, parce que je sais que tu prépares pas les choses, donc cette fois-ci, ce sera vraiment pour les sans filet. C'est quand la dernière fois que tu t'es senti à poil et sans filet, Jean-Philippe? La dernière fois que je me suis senti à poil et sans filet, alors tu m'as posé la question en amont, je crois, parce que tu me l'as envoyé, et je ne l'ai pas regardé en te disant, moi, j'aime pas connaître les questions, on verra, donc je ne l'ai pas lu. Donc tu vois, je la découvre, et de manière très instinctive, je te répondrai que c'est tous les lundis matins. Parce que j'ai une manière d'être qui est le fruit de mon éducation, qui fait que je me remets en question très régulièrement. Et je pense que tout entrepreneur autodidacte qu'il est, que je suis en tous les cas, a profondément ce besoin de se remettre en question parce qu'il n'a pas une confiance absolue, contrairement à l'image qu'il veut bien donner, et avec toujours une impression qu'il peut tout perdre. Je lisais une interview de mon ami Pierre-Antoine Capton, le producteur, qui disait « J'ai toujours peur de tout perdre », qui est une réussite exceptionnelle, qui est autodidacte. Et je pense que c'est le sentiment qu'ont beaucoup d'autodidactes. Donc tous les lundis, j'ai l'impression que j'ai un besoin vital d'être à mon bureau, quoi qu'il, le lundi matin, à part quand je suis en déplacement. J'ai ce besoin d'être dans cette bulle 3, 4, 5 heures pour repositionner les choses, réanalyser tout ça, regarder un petit peu, faire un tour des activités. Et donc j'ai cette impression de redémarrer à zéro, à poil et sans filet, tous les lundis matins. Voilà, c'est un sentiment que j'ai assez régulièrement, en me disant on en est où, qu'est-ce qui va pas. Et donc c'est pas un sentiment d'un moment, c'est un sentiment récurrent et je pense que c'est fondamental. C'est très important de vivre ces moments parce que sinon c'est que tu as une confiance absolue, bravo à ceux qui l'ont. Sinon c'est que tu doutes pas, c'est dangereux. Sinon c'est que tu ne te poses pas de questions, c'est tout aussi dangereux. Donc j'ai cette impression-là tous les lundis. Si tu veux venir lundi matin, tu verras que je suis à poil et sans filet. Est-ce qu'on a peur de tout perdre quand on a passé 30 ans à construire des entreprises, à réussir, à avoir de l'échec aussi? Mais est-ce que tu as encore peur de tout perdre? Écoute, c'est une question intéressante parce qu'elle revient souvent. J'en ai beaucoup parlé à des amis entrepreneurs qui sont un peu plus de ma génération, plus 45, 50. Et ouais, je crois que c'est un point commun qu'on a tous. Alors après, pardon encore une fois, c'est pour vieillir personne, mais quand tu as des enfants, ce qui est mon cas, peut-être pas le cas de tous les gens qui nous écoutent. T'en as combien? J'en ai 2, j'ai 2 fils petits, 4 ans, 3 ans et demi et bientôt 11 ans. Il y a d'autres peurs. Voilà. Donc j'avais cette peur, j'ai plus les mêmes. J'ai plutôt peur pour mes enfants. Après, est-ce que j'ai toujours eu un sentiment de peur de tout perdre? Pour moi, pas tant que ça, parce que je suis quelqu'un de profondément optimiste et je pense que le travail, le courage,
permettent de solutionner pas mal de problématiques. Donc, je suis plutôt, pas vraiment hypocondriaque, mais j'aurais plutôt peur de la maladie, que quelque chose que je ne maîtrise pas me tombe sur un coin de la tronche. Par contre, au niveau boulot, j'ai quand même l'impression qu'il y aura toujours la manière de retomber sur les pattes et de trouver une solution. Donc, peur de tout perdre, oui et non, voilà, mais différemment. La vie professionnelle est une balle rebondissante, comme on dit. Ouais, et puis c'est ce qui fait partie de son charme. Enfin, à tous les gens plus jeunes qui écoutent ton podcast, ils découvriront avec le temps que ça se passe rarement comme prévu. C'est la vie, ça s'appelle la vie. Alors justement, toi, tu as commencé à 17-18 ans, donc tu as quitté l'école, tu n'as pas cherché à faire d'études supérieures, etc. Qu'est-ce qui explique le fait que tu as réussi? Et est-ce que tu penses qu'on peut encore réussir comme ça, monter les échelons sans diplôme, en étant complètement autodidacte en France, le fameux ascenseur social? Est-ce qu'il marche encore aujourd'hui? Il y a un article cette semaine dans Challenge qui met en avant les autodidactes. J'invite certains à le lire. Il est intéressant, il explique, il y a un psychologue qui explique la confiance, le fait de ne pas douter, le fait de croire en soi. Alors, c'est des banalités, mais c'est assez vrai. Et en fait, je crois que l'entrepreneur, le mot entreprendre, c'est déjà une manière de prendre son destin en main. Et il y a des gens qui entreprennent à 40 ans. Je crois que l'âge moyen, c'est une quarantaine d'années, 41 ans. Je ne vais pas me tromper, mais je crois que c'est ça. Et l'entrepreneur pure souche, c'est celui qui veut trouver son indépendance le plus vite possible. C'est déjà une indépendance personnelle, une indépendance financière. Voilà. Moi, j'avais envie de cela. Et autant ma sœur a fait de longues études. Donc, comme quoi, avec les deux mêmes parents, on n'a pas le même parcours. Autant moi... le fait d'entreprendre était une manière pour moi de trouver l'indépendance le plus rapidement possible et d'être autonome. C'est une forme de liberté pour moi, l'entrepreneuriat. Alors après, il y a tous les débats de ceux qui disent, ce qui est vrai, on n'est pas dépendant quand on est entrepreneur avec 50 salariés, 10, 3, 4 000. Voilà, c'est un boulot de chaque instant. Mais indirectement, on est maître de notre vie quand même. C'est le sentiment que j'ai en tant qu'entrepreneur et c'est ma nature. Tu as rappelé... ça m'a fait sourire parce que c'est une anecdote qui dure et qui est vraie. Le fait que j'importais des jeux vidéo du Japon, de Sega ou Nintendo, je ne sais plus les marques à l'époque, il y a 40 ans à peu près, à l'école, et que le directeur m'avait convoqué pour me dire « Monsieur Cartier, ici, on n'est pas chez Carrefour ou chez Auchan, je ne sais plus à l'époque, mais c'est une école, on est là pour apprendre et étudier. » Et je vendais des jeux vidéo à des gamins avec des notices en japonais, donc il fallait qu'on apprenne à les traduire. Je vous rappelle qu'il n'y avait ni Google ni ChatGPT 5 il y a 40 ans. Donc oui, j'avais cette nature. Profondément entrepreneurial, avec l'envie de faire. J'aimais le commerce, j'aimais le deal, voilà. Le fameux livre de Trump, L'art du deal. J'aimais les deals. J'ai fait beaucoup d'affaires. J'ai revendu un certain nombre d'affaires aussi parce que j'aime les négos, j'aime ces moments intenses, j'aime ce que ça procure, j'aime le doute, j'aime c'est bon et puis c'est plus bon demain. Voilà, c'est moi ce qui me fait vibrer. C'est marrant parce que quand je parle du lien entre l'enfance et l'entrepreneuriat à mes invités, j'en ai qui me disent souvent c'est une histoire de revanche. Tu vois, il y en a, ils étaient mauvais à l'école et donc du coup ils ont envie de réussir. Ou il y en a d'autres qui étaient carrément harcelés, tu vois, et ça leur donne envie de gérer une entreprise. Toi, c'est quoi le lien que tu fais entre ton enfance et maintenant, aujourd'hui, le fait que tu aies toujours eu envie d'entreprendre? Écoute, moi, je n'irai pas sur le domaine de la revanche, que je peux comprendre, hein, le côté où je ne viens pas du bon milieu ou du bon endroit ou du bon quartier. Beaucoup l'ont fait, beaucoup le ressentent comme ça, je le comprends. Moi, non, je suis plutôt un optimiste joyeux. Et vraiment, hein, je ne sais plus qui m'avait raconté, c'est un peu mon film préféré, c'est Forrest Gump, c'est la boîte de chocolat. Tu sais, la vie, c'est une boîte de chocolat, tu ne sais pas sur quoi tu tombes. Je me pose pas trop ce genre de questions. Je ne crois pas être revanchard, je ne crois pas. On me l'a dit une fois, je m'étais dans une affaire avec quelqu'un d'une grande bourgeoisie parisienne, il m'avait appelé le banlieusard revanchard, parce que je venais du 9-4. Puis j'y ai pas mal réfléchi, je devais avoir une trentaine d'années. J'ai peut-être pu lui donner raison, et puis après, je dis c'est quoi de mon con, en fait, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout moi, non. Donc je pense qu'on s'en est servi de prétexte, mais je crois pas que ça me ressemble. Donc non, je pense qu'en fait, quand tu entreprends, la vraie question que tu dois te poser, c'est pourquoi tu le fais. Puis après, chacun trouve son ADN. Il y en a, c'est dans la revanche, il y en a, c'est dans la colère, il y en a, c'est dans la passion, il y en a, c'est... Peu importe. Moi, je suis un pur entrepreneur. J'aime entreprendre, j'aime les gens, j'aime créer, j'aime me réveiller avec mes équipes, j'aime débattre, j'aime être d'accord, j'aime qu'on me contredise. Voilà, j'aime ça. Et jusqu'au moment où, je te dirais, j'en ai marre, mais pour l'instant, ça fait 30 ans. Voilà. Et surtout, je suis extrêmement curieux. C'est-à-dire que j'aime vraiment... j'ai racheté le cabaret Bobino, c'est pas du tout mon métier. J'ai racheté une radio à une époque que j'ai revendue. J'ai ouvert des restaurants, j'ai ouvert des hôtels, j'ai investi dans la tech. Je veux dire, j'ai acheté une vieille gâterie... une vieille ganterie. Attention au lapsus révélateur. Une vieille ganterie à Rodez. Ganterie, donc pour faire des gants. Pour faire des gants
qui fournissait tous ces produits à Hermès et à Chanel il y a 60 ans parce qu'elle était en redressement judiciaire et je l'ai sauvé de la faillite. Voilà, je suis passionné par ce que je fais, passionné par les rencontres et il y a des gens passionnants dans tous les domaines. J'ai produit le dernier spectacle il y a une dizaine d'années de Maurice Béjart, pour ceux qui connaissent, L'amour, la danse, de Dora l'exploratrice pour les enfants. Voilà, je m'interdis rien. Un jour, un journaliste d'un journal assez connu m'avait fait une interview en me demandant « c'est formidable, quelle est la synergie entre tout ça ?» Et j'ai répondu « absolument rien ». Le mec s'attendait à une réponse de génie. Non, il n'y a pas de synergie, c'est de l'envie en fait. Voilà, il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait des synergies entre le point A et le point B. Voilà, c'est l'envie. Ma maman, j'ai perdu mes parents l'année dernière, qui était un épisode assez choquant de ma vie, parce que même à 49 ans, c'est toujours un moment très désagréable de perdre ses parents. J'étais très proche de ma maman. En même temps ? Ouais, 3 mois d'écart. Ah oui, d'accord. Ouais, c'était assez raide. Et ma maman m'avait acheté un pyjama que j'ai gardé presque 25 ans. Et maintenant, ce t-shirt est très, très, très abîmé. On les connaît tous, ces vieux t-shirts qu'on aime pour faire dodo. Où il y avait écrit, c'est une citation de Paul Valéry, qui me parle beaucoup. Et je ne suis pas le roi des citations, mais c'est « L'homme heureux est celui qui se retrouve avec plaisir au réveil ». Et elle me disait « Ça te va tellement bien, mon fils ». Voilà, donc je souhaite, même si c'est pas simple tous les jours, pour tous les entrepreneurs et autres, tous les gens qui travaillent, qui nous écoutent, voilà, tant que tu te réveilles heureux, c'est que tu as pris la bonne direction, je crois. Tes parents, ils t'ont encouragé dans cette direction de continuer des entreprises Mon père était chirurgien, donc j'avais un respect absolu. Il m'a inculqué une chose, famille un peu compliquée, divorcée, bon, pas une famille pas simple, comme beaucoup de familles françaises, mais un père très particulier, scientifique, pas du tout argent, pas du tout entrepreneur. Je crois qu'il s'est fait arnaquer toute sa vie, mais par contre un extraordinaire travailleur et un extraordinaire chirurgien. Donc il m'a appris quelque chose, à ma sœur et moi, c'est un travail sans limite et qu'on ne se plaint jamais. On a tous, tu es beaucoup plus jeune que moi, mais déjà des souvenirs de vie. Et dans les quelques souvenirs très marquants, j'ai le souvenir de mon père qui est rentré quand j'avais 7-8 ans, avant qu'il quitte le domicile, la maison. Et il rentrait à minuit du bloc opératoire après 12-13 heures de travail. Et il avait dit, je dormais pas parfois, et je me souviens de le voir faire des abdominaux, parce que dans son planning, il avait dit, je dois faire mon sport, j'ai pas eu le temps de le faire. Voilà, et c'est marrant, j'ai 50 ans, ça m'a toujours marqué. Et en fait, tu fais ce que tu dis ce que tu fais, tu te plains pas et t'avances. Donc ça, c'est la première chose. Ma maman, c'était une infirmière anesthésiste, qui était, désolé pour ceux qui m'écoutent, mais la meilleure maman du monde. Et j'ai une maman qui était une femme normale, modeste, mais une exceptionnelle maman, et qui a une qualité première, c'est qu'elle m'a beaucoup donné confiance en moi. Je sais pas si j'en avais beaucoup plus besoin, mais en l'occurrence, quand on te dit toute ta vie, je crois en toi, t'as raison, t'es beau, t'es fort, t'es intelligent, bah tu finis par le croire. Et je pense que c'est le rôle des mamans. Voilà. Donc les autres, je sais pas, mais même si on te le dit d'un de tes plus proches, d'un de tes amis, voilà. Mais voilà. Et du coup, ça m'a donné aussi une forme d'éducation avec mon fils que j'aime profondément, évidemment, de 11 ans. Je lui dis, je gueule souvent, je veux qu'il soit très bon à l'école, évidemment, pour inverser avec le papa par rapport à l'école. Mais par contre, je lui dis très, très souvent que je suis très fier de lui. Parce que je pense que la confiance, elle se construit tôt. Et quand tu quittes l'école, quand tu montes ta boîte avec le plan d'épargne logement que t'ont gentiment mis tes parents de côté sur 15 ans, à l'époque on parlait en francs, on va dire 200 € par mois ou peu importe, 150 pendant 20 ans, depuis ta naissance, et ben c'est inquiétant pour des parents, c'est inquiétant pour une maman. Quand tu dis j'y vais, qu'elle te voit glander sur un canapé à 18 ans, 19 ans, en train de réfléchir à une idée, elle préférait que tu ailles en fac de droit ou faire HEC ou ce que tu veux, ou un BTS d'Action Co, mais elle voudrait que tu fasses quelque chose. Donc ma mère n'a jamais douté de moi, et je crois que pour finir sur les moments un peu nostalgiques, mais qui parleront à tout le monde, en plus de mon joli pyjama, ma maman m'écrivait tous les ans un mot à Noël, et le mot était plutôt souvent le même, et il disait toujours « tu es exactement là où tu voulais être ». Voilà. Et donc en fait, finalement, c'est un peu une boucle qui est bouclée. Je suis assez égal à moi-même, en fait. Ce que je voulais faire, je l'ai fait. Voilà. Et on va parler tout à l'heure peut-être d'engagement, de politique et autres. Et pour rebondir là-dessus, j'en parlais il y a 30 ans. J'avais 12-13 ans, je regardais tout. Tu voulais être président de la République à 12 ans ? Je ne répondrai pas à cette question, mais en tous les cas, j'ai toujours pensé que j'avais envie d'aider mon pays et de m'impliquer dans ce que je faisais. Je suis quelqu'un d'impliqué. Donc, tu disais au début, je relativiserai un peu ton propos, que j'allais gueuler, râler. Non, pas du tout. Je suis quelqu'un d'engagé. Et je pense qu'il faut de l'engagement. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas râler, parce que râler, c'est pas apporter des solutions, pas gueuler, même si parfois on a bien envie de gueuler bien fort, vu le bordel dans lequel on est. Mais pour autant, je pense qu'il faut s'engager. Et je pense que quand on râle, justement, ou qu'on s'exprime, il faut de l'engagement. Parce que sinon, on en parle autour d'une bière tous les deux ou avec 5 copains. Alors justement, mais j'aime l'engagement. Quand on parle de s'engager et de râler,
Toi, aujourd'hui, tu as quoi, quasiment 1000 salariés aujourd'hui dans tes équipes? Je serais incapable de te répondre, mais au regard de tous mes investissements, on ne doit pas être loin. Oui. Ouais. Donc, bon, de manière directe. Tu crées, d'ailleurs, c'est ta formule que je trouve pas mal, c'est que tu n'es pas un patron, tu es un créateur d'emplois. J'ai dit sur une chaîne de télé récemment qui n'était pas d'ailleurs BFM, ils m'ont appelé patron 4 fois de suite, j'en peux plus, face à quelqu'un qui avait un peu la haine du patron. Je dis, je vous demande à partir de maintenant de m'appeler monsieur le créateur d'emplois. C'est beaucoup plus sympathique que monsieur le patron. Je ne me sens pas patron, je pense que tu gères ta petite équipe comme la mienne, peu importe son chiffre, son nombre. Voilà, tu respectes tes collaborateurs, tu travailles avec eux, c'est une équipe, tes soucis sont les leurs et les leurs sont les tiens. Je ne sais pas dans quel monde on vit, je crois qu'on a beaucoup trop séparé ce concept multinational qui nous parle à personne. 95% des gens ne comprennent même pas de quoi on leur parle. On est des PME, on est des TPE, ça représente 10 millions de créations d'emplois. Toutes ces entreprises de moins de 10 à 15 salariés, c'est 10 millions de personnes qui travaillent dans ce genre de structure. Donc à un moment donné, il va falloir qu'elles soient écoutées. Parce que sinon, ce n'est pas possible. Et je pense que c'est le moment de mettre en avant cette valeur travail, bien au-delà de l'entrepreneuriat, au-delà de salariés impliqués. On en a beaucoup et j'ai une énorme pensée pour tous ceux qui collaborent à mes côtés. Tous les gens, les fonctionnaires impliqués, il y en a. Il y a aussi des fonctionnaires formidables, il y en a beaucoup plus qu'on ne croit. Mais en fait, il faut redonner de la motivation. Voilà, faut essayer de mettre tout le monde dans un mood positif et avec de la reconnaissance. Et puis surtout, travailler sur le fait que le travail doit devenir une valeur qui est mécaniquement plus valorisée que l'immobilisme et l'assistanat. Ce n'est plus possible. Alors justement, comment selon toi, est-ce qu'on peut redonner de la valeur au travail qui ne paye plus depuis... plus le temps avance, et plus on lit des études, et plus on a l'impression qu'effectivement, c'est impossible de s'enrichir, d'élever son niveau de vie, de changer de classe sociale, c'est-à-dire de vivre ce fameux ascenseur social avec simplement son travail, tu vois. Si tu n'as pas investi de l'argent ou si tu n'as pas hérité, en France, ça devient de plus en plus compliqué avec les taxes, les impôts, les taxes sur les entreprises en particulier. Comment on fait, tu vois? C'est quoi selon toi les 2 ou 3 mesures phares? Salut tout le monde. Aujourd'hui, j'ai la chance que l'épisode soit sponsorisé par Asterion Venture, un fonds d'investissement à impact lancé en 2020 avec une ambition énorme, celle de mettre 100 millions d'euros au service de la planète et du monde. Ils investissent que dans des boîtes qui changent des problèmes de société, dans le climat, dans l'industrie, dans la santé, dans la souveraineté. Ça a été fondé par Stéphane Bourbier, qui est un investisseur qui a vendu les parts de sa boîte en 2007, juste avant la crise, qui est devenu millionnaire et qui a perdu complètement le sens de sa vie. Pendant 7 ans, il a fait une dépression, il a marché sur les chemins de Compostelle, il s'est investi dans une association de soins palliatifs, s'est occupé de ses enfants. Et en fait, il a retrouvé l'envie d'entreprendre en se disant il faut que l'argent soit au service de changer le monde et pas l'inverse. Et il faut surtout que les entreprises qui changent le monde soient plus performantes que les autres pour que les investisseurs aient envie de mettre l'argent dedans et que ça puisse véritablement changer les choses. Ils ont une communauté de plus de 850 investisseurs engagés qui donnent du temps auprès des startups auxquels ils croient pour les faire décoller. Et puis, ils ont investi déjà dans plus de 30 startups. Donc vraiment, si vous avez envie que votre argent serve une cause, vous pouvez contacter Asterion de ma part. Il se fera un plaisir de vous répondre. À bientôt. Merci. Antoine Fouché l'a parfaitement écrit dans son livre, où il a expliqué que justement, on ne pouvait quasiment plus depuis une vingtaine d'années faire évoluer, upgrader, comme on dit, son niveau de vie, ce qui est devenu un énorme problème. On me répond souvent que l'argent ne fait pas tout, bien évidemment, mais la base quand même du travail, c'est de pouvoir faire évoluer ton niveau de vie pour toi, pour les tiens, pour tes enfants, pour les gâter, pour espérer une petite maison au bord de la mer ou un petit bout de maison de campagne, peu importe tes envies, tes projets, mais pouvoir se projeter. Depuis une vingtaine d'années, on ne peut plus se projeter, pour une raison très simple, qui durerait peut-être un peu plus que le temps de ton émission pour expliquer, mais ça fait 40 ans qu'on a expliqué aux gens que de moins travailler, c'était mieux. Mitterrand avait déjà lancé, encore une fois, t'es très jeune, un ministère du temps libre dans les années 80. Puis après, on a oublié ça. Ça en disait déjà long sur la mentalité socialiste. Puis après, on avait vu le passage aux 35 heures, qui a été pour moi un chaos absolu. Martine Aubry, à l'époque, ouais. Voilà, moi je vais te dire un truc qui est très simple. Je pense qu'il faut donner de la liberté aux gens. En fait, chacun est libre. Moi, je suis très social, je suis très social-démocrate. Je pense qu'il faut protéger les plus faibles. Il faut soutenir les gens qu'on considère dans un âge plus avancé, qui ont des problématiques. Il faut soutenir nos jeunes les plus fragiles. Il n'y a aucun sujet là-dessus. Par contre, il y a toute une catégorie de gens qui ont le bon âge, comme toi, qui ont la bonne tête, qui ont tout qui va bien. Il faut qu'ils travaillent, ces gens-là. Voilà. Et je considère qu'aujourd'hui, et j'ai la parfaite expertise, puisqu'avec le nombre de gens avec lesquels je collabore, et depuis 30 ans, je l'ai vu, cette évolution dramatique qui est le fruit d'un système politique. Ce n'est pas le fruit des gens, mais quand les gens, tu leur expliques que t'arrêter 2 mois, c'est pas loin d'être la même chose que d'aller au bureau. Quand tu leur expliques qu'au bout de 6 mois dans un hôtel,
ils touchent 6 mois d'indemnité, même en perdant 20%, payés par nos impôts, et ils partent à Phuket, avant de revenir en saison d'été, ils partent à Phuket avec leur petite chérie faire du paddle, ça peut pas durer. On peut pas être 30% à bosser pour 70%, c'est pas un système qui fonctionne. Et il faut surtout que ceux qui bossent gagnent clairement, nettement mieux leur vie. Je prends souvent l'exemple, là, dans les plateaux télé dont tu parlais, d'une de mes affaires très récentes, parce que je sortais du business plan 2026, là, et qui est un hôtel que j'ai ouvert sur la Côte d'Azur. Récemment, il a eu une première année d'exercice en 2025. Je donnais l'exemple très simple, parce que j'avais les chiffres sous les yeux 1 heure avant d'aller sur le plateau de BFM, du forum, il y a un mois, ou je ne sais plus. 3 millions 100 de masse salariale, 3 millions 100 000 euros de masse salariale chargée. D'accord ? Peu importe le nombre de salariés, 80, 90, peu importe. Net dans la poche, d'accord, des salariés avant impôt, 1 400 000 euros. Ouais, voilà. 50%. Voilà, c'est simple. Voilà, à partir de ce moment-là, tout est dit. Voilà, donc moi. Où part l'argent, quoi. Voilà, donc, où il part, on va t'expliquer que c'est l'aide, la sécurité sociale et autres. Mais pour autant, c'est totalement inexact. On paye 100% de cotisation sociale, en gros, sur un salaire. 100%. Donc moi, j'ai envie que les gens soient libres. Peut-être que les jeunes de moins de 35 ans pourraient toucher 20% de moins, être aidés un peu moins sur des choses qu'ils décident de ne pas vouloir comme assurance. Je ne parle pas de la maladie longue et autres, mais des petites choses toutes bêtes. Moi, je considère qu'ayant gagné ma vie, je n'ai pas besoin qu'on me rembourse un sirop. Je pense en fait que l'argent est mal dispatché, mais je crois que je ne suis pas tout seul. Et je pense surtout qu'encore une fois, quand ton travail ne paye plus, la motivation n'est plus là. Voilà. Donc je pense que les gens doivent rêver. Je pense que le travail doit faire partie, doit être la colonne vertébrale forte d'un pays. Mais c'est quoi quand tu dis il faut redonner de la motivation, c'est-à-dire il faudrait par exemple on parlait de supprimer les cotisations patronales sur les premiers emplois, ou de rapprocher le salaire brut du salaire net, c'est des mesures comme ça qu'il faut faire, tu penses, ou... mais en fait, quel est le sujet numéro 1 qui inquiète les gens ? Numéro 1, c'est le pouvoir d'achat. Donc quand les gens me disent c'est pas vrai, les gens veulent moins bosser, veulent moins vivre, veulent être plus chez eux, enfin je sais pas, mais si tu restes chez toi et que tu gagnes 900 € par mois, je pense pas que ça va être très simple de pas devenir alcoolique, violent et d'être heureux de ta vie de tous les jours. Je ne le crois pas, d'accord ? Vu le coût de la vie actuel. La seule manière d'évoluer et de s'enrichir, si t'as pas hérité, on pourra reparler de ce sujet, c'est de travailler. Donc évidemment, la seule manière de rendre du pouvoir d'achat aux gens, moi je considère que sur des salaires déjà jusqu'à 3 000 € bruts, il manque 20%. Voilà. Moi, je prends souvent... Est-ce que tu peux reprendre cet exemple ? Je suis pas sûr d'avoir compris. Sur tous les salaires jusqu'à 3 000 € bruts, je pense qu'il faut envisager très sérieusement de les augmenter de 20%. Voilà. C'est à peu près le calcul que j'ai fait avec un certain nombre de gens qui réfléchissent pas mal. Et l'augmenter en baissant les charges ? Ouais, il y a plein de manières de l'augmenter, mais principalement en baissant les charges, en travaillant sur les cotisations, en réfléchissant à la capitalisation. On n'en parle jamais parce que les gens ont peur de ce sujet, mais si les gens acceptaient la capitalisation, ils auraient une retraite évidemment bien meilleure. Mais ça fait peur, parce que c'est un projet à 20 ans, à 30 ans. Les gens n'aiment pas le changement, mais il faut l'entendre. Il faut entendre que la capitalisation, c'est la possibilité d'investir son argent dans quelque chose qui, à 30 ans, a fait ses preuves, les marchés financiers. Il y a des tas de solutions autres qui sont beaucoup plus adaptées à l'avenir du monde. Et je rappelle une chose très claire sur nos retraites. Dans les années 40-45, quand on a commencé à mettre ce système de retraite, il y avait 4 jeunes, 1 vieux. En 2050, il y aura 1 jeune, 4 vieux. Et en fait, ce que je reproche, c'est que l'État ne fonctionne pas, mais comme une entreprise, avec une réflexion entrepreneuriale. On évite les sujets, on les balance et on verra plus tard. C'est ceux de 2027 qui se démerderont, c'est ceux de 2032. On est court-termiste. Aujourd'hui, pourquoi moi je m'implique ? Pas pour être je ne sais qui ou je ne sais quoi, parce que j'ai des enfants et je pense pas à moi. J'ai gagné ma vie, j'ai 50 ans, j'aime mon pays. Sinon, je l'aurais quitté 40 fois pour des raisons fiscales. On pourrait aussi parler de la sécurité, parce que quand j'ai un copain dans la finance qui s'est fait homejacker 9 fois en l'espace de 2 ans, habitant sur le golfe de Saint-Cloud, tu te dis quand même qu'il y a d'autres sujets que le fiscal. Oui, mais notre ami, on ne dit pas les noms, on dit pas les noms. On est quand même dans un pays où on se demande, comme l'argent ne va pas pour nous sécuriser plus, que les gens ont chaque mois un peu moins d'argent que le mois d'avant, et comme il y a tout un certain nombre de choses qui ne fonctionnent pas, notamment les services publics, puisque j'ai perdu ma maman à l'hôpital public où j'étais à 1000 km et ma sœur était aussi pas à côté quand c'est arrivé, et qu'elle s'est retrouvée dans un hôpital qui s'appelle Louis Mourier, que j'appelle depuis Louis Mouroir, dans le 92, où ça s'est très très mal passé.
Et j'en resterai là. Tu te dis, voilà, où va l'argent? Donc moi, j'ai envie que le politique de demain rende des comptes. C'est simple, en fait. Voilà. Est-ce que tu conseillerais à tes enfants demain spontanément, ta réponse spontanée de tes enfants de partir ou s'ils veulent créer une entreprise ou rester en France? Je peux pas dire tout et son contraire. Moi, mon combat actuel, c'est de dire je me bats ou je me barre. J'aurais dû partir. Je me bats ou je me barre. Voilà, j'aurais dû partir 5 fois, 10 fois. J'ai vendu ma première boîte. On m'a fait les calculs en Belgique. J'ai dit non, je suis bien en France. Deuxième opération, t'es pas mal en Suisse. Ce que je vois aujourd'hui, et il faut arrêter de se mentir, chez les jeunes, si je suis sincère à 200%, oui, j'ai 25 ans aujourd'hui, je pars. Évidemment. Évidemment. Tu as des places où tu es attendu partout, aux US, même dans les Émirats, mais il y a des tas d'endroits où tu peux demain aller construire. L'Europe est vieillissante, l'Europe n'est plus dans l'ère du temps, on le sait. On est à l'ère de l'IA, on est à l'ère... Je racontais cette anecdote, c'est pas un jugement politique, mais j'ai débattu un petit peu contre Bardella la semaine dernière. On a fait 3 heures d'échange avec quelqu'un qui est à 35% dans les sondages. Je ne juge pas, je dis juste, je fais un statement, comme on dit, un constat clair et net. Pas une seule fois le mot souveraineté, pas une seule fois le mot innovation, pas une seule fois le mot intelligence artificielle, pas une seule fois le mot robotique. T'as 30 ans, t'es censé être président de la République. Ça vaut pour tous les candidats, hein. Rassure-toi Mathieu. Hein. Mais c'est affligeant. Mais nos enfants, ils vont vivre de quoi? Enfin, on veut penser qu'on vit toujours comme hier. Non. Comme je lui ai dit, on n'est déjà plus au 21e, on est quasiment au 22e siècle. On a des politiques qui ne voyagent pas ou pas assez, qui ne vont pas voir ce qu'il faut voir et qui ne comprennent pas que l'avenir se joue aujourd'hui. Et en fait, on n'a plus de politique avec vision. Nous, les entrepreneurs, peu importe ton niveau, que tu es un salarié de 10, tu as tous les jours une vision. Tous les jours. Demain, tu as ton programme. Après-demain, dans 1 an, je vais être là. Dans 2 ans, je vais être là. Ça marche. Parfois, ça marche pas. Mais tu as ta vision. Aujourd'hui, il n'y a plus de gens qui ont de vision. Nous n'avons plus que des politiques court-termistes et ça m'afflige. Et ça vaut absolument pour toutes et tous. Tu l'as expliqué, hein. D'ailleurs j'en parlais avec l'ancien ministre du Travail, Renaud Dutreil, qui a fait un très beau pacte Dutreil pour transmettre les entreprises. Il disait, très bonne c'est simple, idée, dans un système où 4 personnes sur 10 financent les 6 autres, et tu l'as dit, bientôt ça va être bien pire, les politiques, c'est des acteurs rationnels, donc ils vont certainement pas parler aux 4 sur 10, ils vont parler aux 6 sur 10. Et donc ils vont certainement pas expliquer aux 6 sur 10 qu'il faut bosser plus, qu'il faut donner plus d'argent s'ils sont retraités, qu'il faut travailler plus. C'est impossible, mais en fait. C'est rationnellement, c'est bête, quoi. Tous les discours sont faux. Puisque les jeunes ne votant pas, on s'en fout de parler de ça. On va aller parler à ceux qui votent. À un moment donné, il faut quelqu'un qui prenne la parole en expliquant normalement, gentiment, clairement, factuellement ce qui est en train de se passer. Parce que quand tu es père de famille, que tu es 40, 50, 60, 70 ans, qu'est-ce qui t'intéresse? Tes enfants, tes petits-enfants. Enfin, on n'est pas dans une société à ce point devenue complètement tarée et surtout égoïste. Donc moi, ça m'implique, ça m'oblige et je me sens concerné. Donc j'ai gagné ma vie. Certains veulent après faire des fondations remarquables, faire monter une association autour d'une cause qui leur plaît, remarquable, veulent continuer à avoir de l'engagement. Je continue de travailler parce que je reste avant tout et surtout un entrepreneur. J'y passe à peu près 10 heures par jour, hein, donc c'est pas encore un hobby, tu vois, ça reste un travail full-time. Mais je pense que cette élection de 2027 est pour moi la dernière chance. Je le crois vraiment. Donc soit nous tous, j'espère que tu adhéreras à ce mouvement des entrepreneurs et toutes les forces vives qui travaillent de ce pays, qui voudront s'y intéresser. J'espère qu'un mouvement va permettre au moins de faire bouger suffisamment les lignes pour que le président de la République de demain, ou la présidente, ou je ne sais qui, prenne en considération 4, 5, 10 réformes évidentes, structurelles et absolument obligatoires pour ne pas se faire éclater. Parce qu'il y a un autre paramètre, pardon du monologue, mais on oublie de parler de l'étranger, mais enfin, il suffit de voyager pour comprendre. Il suffit d'aller en Chine, d'aller aux US, d'aller voir comment ça se passe, d'aller voir la raclée technologique qu'on est en train de prendre. Je dis bien la raclée technologique, que tous les ingénieurs se barrent. C'est partout, évidemment, payer 10 fois plus dans des zones beaucoup plus accueillantes. Enfin, il faut voir le protectionnisme qui se passe au niveau des US. Voilà. Alors, on peut en juger, on peut dire on n'aime pas. Mais nous, on est les rois d'on n'aime pas. On a des journalistes très grassement payés sur le service public qui adore dire on n'aime pas, c'est comme si, mais on ne fait que de constater en fait. Et puis pendant ce temps-là, on descend, on sombre. On va parler juste après, de toute façon, de cette question de qu'est-ce que peuvent faire les entrepreneurs, parce que j'ai posé la question avant de te recevoir à des auditeurs de quelles questions ils aimeraient te poser, tu vois, notamment des auditeurs entrepreneurs ou qui ont des TPE, des PME. Donc on parlera de qu'est-ce qu'ils peuvent faire les entrepreneurs concrètement, c'est quoi le type de programme qu'on peut mettre en œuvre et qu'est-ce qu'on peut imaginer pour 2027, comme tu dis, on en parlera juste après. Mais quand même avant, j'aimerais qu'on revienne sur du concret.
qu'est-ce que tu trouves au global le plus difficile dans ta vie d'entrepreneur aujourd'hui? Numéro 1, de loin, je dirais même pas les charges et taxes, je dirais le recrutement. Voilà, le rapport au travail. On en revient un peu à la thématique d'avant. On a créé tellement de facilités pour protéger le salarié. Je le pense vraiment. Je pense que c'est important. Je ne crois pas qu'il ne doit pas avoir de filet de sécurité. Mais on est arrivé à un rapport de force qui s'est clairement inversé. C'est-à-dire que quand tu t'es trompé dans ton recrutement et que tu mets un peu trop longtemps à t'en rendre compte, bah, tu sais très bien, tu as dû déjà le vivre, à quel point c'est compliqué. Je pense qu'un métier de travail sain est un métier... un environnement de travail sain est un environnement qui est quand même relativement souple. Nous avons 90% des gens à qui je parle aujourd'hui me disent c'est quoi ton problème numéro 1? Je dis c'est le staff. C'est le rapport au staff. Voilà. Parce que quand ça se passe pas bien, c'est un enfer. Voilà. Donc, et on le sait tous, il nous faut de la liberté, il nous faut de la souplesse, ça coûte un bras et demi. On l'a tous vécu 50 fois. Je ne dis pas une seule seconde avant de me faire décrier là-dessus qu'il faut avoir un modèle américain. Je dis juste qu'il y a un entre-deux. Voilà. Aujourd'hui, j'ai été l'année dernière, enfin pas moi directement, mais une de mes entreprises attaquée au prud'homme, alors qu'une de mes collaboratrices qui était responsable de l'accueil d'un hôtel, réceptionniste, s'est fait porter malade avec un burn-out en plein mois de juillet. On l'a retrouvée sur un bateau via Facebook, après 2 mois d'arrêt, où on l'a retrouvée, enfin une bonne autre collaboratrice bien sympathique, elle a réussi à nous avoir la photo, je sais pas comment, et on est quand même attaqué pour un burn-out qu'elle a déclaré, qu'elle a mérité. Je ne sais pas si on va gagner. En l'occurrence, je paye un avocat pour le gérer. En attendant, pendant qu'elle n'était pas là, on ne peut pas reprendre à son poste parce qu'elle en arrêt maladie. Il y a un système qui est devenu absolument fou et qui est d'ailleurs une énorme spécificité française. Mais on en revient aux politiques. Personne ne veut y toucher parce qu'on a peur que les gens réagissent. En fait, il faut que les gens deviennent un peu courageux. Ça ne se passe pas bien, il faut se quitter. Voilà, faut de la fluidité. Le travail, c'est quelque chose qui doit être fluide. Si ça ne l'est pas, c'est plus du travail, en fait. C'est là où ça devient un rapport malsain. En fait, il faut pouvoir se quitter facilement. Même la rupture conventionnelle, c'est une bonne idée, mais elle a été complètement faussée par... le but, c'était de se quitter facilement. Maintenant, la rupture conventionnelle, on l'a tous vécu. Bonjour, je veux partir, ça fait 6 mois, c'est 10 000. C'est devenu un braquage à tous les coups. Et tu dis oui parce que tu veux pas te fâcher. Enfin, ça tue des PME. Quand tu as de l'argent, quand tu as une boîte qui a de l'argent, qu'est-ce que tu dis à ton DAF? Paye, allez, paye. On s'entend plus, ça fait 10 mois, ça va pas, paye. Voilà. Et après, pris en charge par le chômage, donc il y a un système qui ne va pas. Et on en revient à la valeur travail. Donc je pense que le problème numéro 1 pour moi, c'est la souplesse. C'est tous les sujets de recrutement. Je pense que les sujets de recrutement sont de très très loin les plus durs à supporter en France. Parlons aussi de la richesse, de cette difficulté à accepter de parler d'argent, à accepter de réussir en France, qui est un truc très culturel, le tabou même autour de ça. Qu'est-ce que toi tu vis en tant que patron, dans le regard des autres, dans le regard de tes salariés? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a ce décalage? Donc, tu parles de staff, de recrutement. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un décalage déjà dans la façon dont vous regardez? Ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est installé progressivement? C'était pas le cas quand toi tu as démarré quand tu avais 18 ans, donc il y a 30 ans? Ou est-ce que... Déjà. Pardon de te rappeler ça, mais tu vois? Écoute, moi, il me voit toujours taffer comme il y a 30 ans. Donc à partir de ce moment-là, je vais te dire, j'ai une femme de ménage d'une de mes affaires... que j'aime beaucoup d'ailleurs, une grosse affaire, un gros hôtel, on parle d'hôtellerie là, mais qui m'a pris la main qui m'a posé, j'étais fatigué, comme je t'ai dit, perdu mes parents, et j'étais en plein mois d'août en train de gérer mon hôtel comme un lambda, parce que j'ai beau avoir du staff, j'ai investi beaucoup de sous dans ce projet, il y avait des problèmes de personnel, et donc je suis venu pour montrer que j'étais là, donc j'étais pas en vacances, j'ai quasiment passé mon mois d'août là-bas, puis j'ai une femme de ménage... génial, qui m'a mis la main sur l'épaule et qui m'a dit « J'aimerais pas être à votre place quand même, patron !» Je dis « Oui, ça m'a touché parce qu'elle fait le ménage, elle a un métier très dur, on fait tout pour les aider à supporter ce métier qui est pas simple. Ouais. » Et je vais dire 2 choses dans cette phrase qui m'a marqué. Elle m'a dit « Moi, j'aimerais tellement pas être à votre place parce que c'est que des galères, des soucis. » Elle sentait que j'étais... Alors, j'ai repris tout de suite du poil de la bête, mais tout va bien, mais j'étais un peu sur... En petit down, j'étais en petit moment tranquille dans un coin où je m'étais assis sur 2 marches. Je me rappelle encore, elle a une 50aine d'années, cette femme, elle est venue poser sa main sur mon épaule très très chaleureusement en me disant un mot qui m'a touché. Et après, je lui ai dit, et vous, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous? Qu'est-ce qui irait mieux? Et tu vas comprendre que c'est un peu toute la thématique qu'on aborde aujourd'hui. Elle me dit, moi, j'adore mon métier. Vous êtes quelqu'un de gentil, vous êtes quelqu'un de bien. Je gagne mieux ma vie qu'ailleurs ou aux 35 heures. Je ne veux pas me tromper à quelques euros près, mais je gagnais 1 400 € pour faire 35 heures de ménage. Là, je suis à 1 800. Je ne sais plus le chiffre exact, pardonnez-moi, mais
on essaye de payer correctement ces emplois difficiles, très difficiles. Et elle me dit, il me manque 4 ou 500 euros. Voilà. Et là, je serais bien par rapport à mes enfants, son cours de foot, son machin, son bidule. Et en fait, ça ressort à tous les coups. Tout le monde ne veut pas être patron. Hein. Tout le monde veut être à sa place. Et heureusement, et tout le monde ne veut pas supporter ça toute la journée. Tout le monde ne veut pas avoir des crédits à pu endormir. Faut un challenge. Hein. Moi, ma sœur, elle rêve d'être entrepreneuse. Elle est brillante comme tout. Mais elle me dit, comment tu as fait pendant 15 ans quand tu as emprunté tant, X, Y. C'est une nature. Hein. Tout le monde n'a pas les épaules, heureusement. Et puis, on a des collaborateurs formidables dont on a besoin. Donc, j'ai jamais ressenti ça chez personne. Jamais. Peut-être parce que quand je suis dans un de mes hôtels, il m'arrive de débarrasser et je vois un truc qui traîne, même dans un 5 étoiles, et on dit « Ah, c'est le propriétaire ?» Bah oui, je suis chez moi, je vais pas laisser un truc traîner. Peut-être parce que je suis très proche des hommes dans toutes mes affaires. Peut-être que, voilà, je pense que je dégage ça parce que c'est moi, parce que je suis pas un homme d'argent. Donc, quand tu dis ça, les gens disent « Ah, bah, facile à dire. » C'est une suite logique de tes affaires. En fait, si ça fonctionne, bah, à un moment donné, tu vends une boîte, puis une deuxième, et puis t'en rachètes, et puis après, tu t'endettes plus parce que tu veux faire plus gros. Je le vois pas comme ça. Mon grand-père disait « La vie est une pièce de théâtre aux 100 actes divers dont la scène est l'univers ». C'est un grand jeu, tout ça. Ils aimaient bien les citations. Ouais, c'est les quartiers, ouais. Non, mais c'est assez parlant, en fait. On est de passage, on fait ce qu'on peut au mieux. Moi, j'adore mes collaborateurs. J'aime travailler avec les gens, j'aime les retrouver. C'est une famille. Enfin, parfois, il y en a, on ne supporte pas. Ça fait partie du jeu. Mais vraiment, je me force pas, en fait. Quand on se sépare, parfois, c'est dur parce qu'on s'aime bien. J'ai vendu une boîte où je retrouve plusieurs des collaborateurs alors que je l'ai vendu il y a 3 ans parce qu'on se manque et qu'ils requittent l'ancien actionnaire pour revenir. C'est une vie de famille, hein, la vie d'entrepreneur et de ses collaborateurs. Donc, non, j'ai pas de rapport à l'argent. Je me rends pas compte. Il faut interroger les gens, mais... Non, je l'ai pas. Je suis pas ostentatoire. J'ai la même smart depuis 15 ans. Déjà, c'est une manière de vivre, c'est une manière d'être. Et puis surtout, dans ton exemple, ce qu'on voit bien, c'est que effectivement, on aime bien, et je pense que les politiques aiment bien créer cette espèce de dissociation, d'écart, d'opposition entre le patron et le salarié. Mais dans ton exemple, c'est parlant. C'est-à-dire qu'elle a autant besoin de toi que toi, tu as besoin d'elle. Et elle est autant en galère que toi. Bon, après, j'imagine plus d'ailleurs, parce que son salaire, elle doit travailler un deuxième job pour pouvoir... Mais les politiques jouent, débile, quoi, les politiques jouent beaucoup un rôle. Nous, on joue pas de rôle. Tu le sais très bien. On peut pas être acteur. Les gens le voient. Enfin, une fois que tu as fait croire 2 fois aux collaborateurs que tu allais le faire et que tu le fais pas, je sais pas, une augmentation, un machin, voilà, on est très vite face à nos réalités, face aux gens avec lesquels on travaille. Enfin, tout le monde a notre téléphone portable. Je t'invite à rappeler 2 jours après un homme politique qui t'a trouvé sympa 2 jours avant. Il aura déjà oublié ton prénom. Nous, on connaît tous nos collaborateurs à 90%. Enfin, on est tous d'accord. Ouais, donc, c'est un deal gagnant-gagnant quand un truc se passe mal. Et il y a aussi plein de mauvais dirigeants, certainement. Il y en a, j'imagine. Mais en fait, les vraies belles histoires, c'est des histoires gagnantes-gagnantes. Voilà, c'est les vraies belles histoires économiques. Enfin, c'est les vraies belles aventures. C'est quoi ta plus belle histoire de managériale, tu vois, un souvenir que tu as où tu t'es dit, punaise, waouh, j'étais fier d'être un créateur d'emploi, comme tu dis. Franchement, c'est pas pour zapper la question. Chacune de mes aventures, j'en suis hyper fier. Enfin, quand on a fait Autoréflexe avec un petit jeune, Guillaume, qui était un petit stagiaire, qui savait faire plein de trucs que je savais pas faire, qui s'est retrouvé actionnaire de la boîte, c'était la seule manière de le rémunérer. Et on a vendu pas mal un certain prix, il a pris des sous, il a été encore plus jeune que moi. C'est génial. Voilà, c'est toutes les histoires. L'histoire d'H8 Collection est une belle histoire. On a une quinzaine de belles histoires. Chaque histoire est différente. Il y en a, franchement, je suis pas plus fier. En fait, ça fait partie de mon histoire. Il y en a où j'aurais pu mieux faire, d'autres moins bien. Il y a toujours aussi, il ne faut pas l'oublier, une part de chance. Alors, je ne vais pas te faire encore une fois une phrase que j'aime bien, mais vas-y, je sais que tu aimes bien le faire. Je dis aussi que la chance, c'est déjà d'avoir du talent. C'est-à-dire que la chance, ça se provoque, quoi. À un moment donné, on me dit, il a de la chance, il a de la chance. Ouais, enfin, quand ça fait 10 fois que tu as de la chance, à un moment donné, il y a peut-être une technique quand même, tu vois. Il faut de la volonté. Enfin, c'est très basique parce que quand tu fais des interviews sur le challenge, la récente que j'ai faite de challenge aussi, on te dit, c'est quoi la martingale, un conseil aux jeunes. Je vais vous dire un truc, c'est binaire, par bosser. Et te donner du mal et croire en toi, il n'y en a pas 50. Voilà. En fait, c'est clairement possible. C'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a pas besoin d'écouter les masterclass de champions du monde du coaching. C'est réveille-toi, sors-toi les doigts d'où tu veux et vas-y. Il n'y a rien d'autre à comprendre. Fais des trucs qui te semblent impossibles. Fais-les évidemment. Matin, et puis surtout jeune, t'as pas de gosse, t'as pas de risque, tu t'en fous. Moi, j'ai des gens avec qui je bosse aujourd'hui qui sont venus me casser la tête à l'audace et au culot. Il y en a un là qui me traque, un jeune que j'aime beaucoup, dont je tairai le nom. Je lui ai promis de le voir en janvier pour un sujet. À chaque fois, il bosse dans un endroit où je vais souvent déjeuner. Il m'a attrapé à chaque fois en courant à la sortie du truc. J'adore. J'espère que je l'aurai embauché avant qu'il écoute. Mais j'adore. Parce que j'adore. Parce que c'est tout ce que j'aime. Je dis, putain, ça me rappelle ce que j'étais. J'ai le mec, il lâche rien, il me casse la tête. Et j'essaye comme j'ai fait à peu près la même technique, j'essaie de ne pas l'oublier. Voilà, j'essaie de pas devenir un vieux con.
Voilà, de dire, ouais, tu te souviens quand toi tu tapais, qu'on t'envoyait chier comme rien du tout, bah ouais, t'es content qu'on réponde au téléphone, t'es contente de. Voilà, donc j'essaye de. Parfois j'ai du mal faire, hein, comme tout le monde, je suis humain, mais j'essaye. Voilà, là, mon truc qui m'énerve absolu, c'est que j'ai beaucoup de messages, je suis pas sûr. Enfin, j'ai fait un Twitter qui a 12 abonnés il y a 15 jours, parce que j'ai découvert Twitter il y a 15 jours. J'avais un Nokia 3210, X, pardon. J'avais un Nokia 3210 il y a encore 3 ans, j'ai un iPhone. Ah non, moi je suis quand même particulier, hein, pour le mec qui fait du digital. Dire aux auditeurs quand même que Jean-Philippe n'a pas d'agenda digital. C'est-à-dire que si tu invites, ça fait 2-3 fois qu'on se voit avec Jean-Philippe, il te donne un pouce, il envoie un pouce marron dans la conversation. Ça marche. Ça veut dire qu'il a noté, et effectivement, il se pointe plus à l'heure que toi, mais il n'y a pas d'invitation, il n'y a pas de Google non, Agenda. Non, ça s'appelle un agenda. En 2025, ça existe encore. Non, mais je suis. Pourquoi je te dis ça pour te dire que je sais plus sur quel sujet tu m'as mis juste avant là. Je me suis. Non, sur le petit jeune qui te. Ouais, voilà, après, pardon. Mais... Je pense qu'il faut de l'audace, il faut de culot. Évidemment, faut pas trop être timide. Faut y aller. Enfin, faut y aller. Alors après, il y a plein de choses encore à faire en France. Donc je vais pas. Mais oui, aujourd'hui, les indicateurs poussent à aller voir un peu ailleurs ce qui se passe. C'est clair. Parlons par exemple de Zuckman. Tu vois, Zuckman, c'est un gros sujet parce qu'en réalité, même mon audience, moi, c'est plutôt des dirigeants d'entrepreneurs, des entrepreneurs de TPE, PME, des dirigeants comme ça. Et en fait, il y a autant d'entrepreneurs de droite que d'entrepreneurs de gauche, en particulier sur la question du libéralisme et de l'économie. Zuckman, ce qui fonctionne et ce qui a très bien fonctionné, c'est de dire en fait les gens qui gagnent plus de 100 millions d'euros de patrimoine, on va leur prendre 1%. Alors quand tu vends ça aux gens, bah, tout le monde va se dire, mais quand même, faut pas déconner, quoi. Les mecs, ils ont 100 millions, ils vont peut-être pas chialer parce qu'on va leur filer quelques centaines de milliers d'euros. C'est quoi le vrai problème, tu vois, et notamment quand on parle à des entrepreneurs qui ont une sensibilité sociale, qui sont pas là pour gagner, pour devenir multimillionnaire. Alors, c'est le rêve de certains, tu vois. Moi, j'ai des copains, Moubèche par exemple, lui, il adore, il veut dire qu'il veut rendre ses salariés millionnaires, il l'est lui-même, c'était sa quête. Voilà. Il y a des gens qui le veulent, mais il y en a plein aussi qui veulent pas ça, ils veulent le réussir, ils veulent remplir une mission, c'est pas leur but premier. Qu'est-ce que tu peux leur dire sur quel est le problème en France de faire ce genre de taxe? Je vais te répondre de manière la plus claire et la plus transparente. Je vais te dire ce qui me gêne dans la taxe Zuckman, de la manière la plus, mais alors limpide. Premièrement, ce qui me gêne, c'est qu'il vient en tant qu'économiste apporter son éclairage à un sujet politique. Voilà. Et nous sommes déjà dans le pays le plus fiscalisé, à 95% du monde. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait un économiste qui vienne avec autant d'assurance, autant d'une certaine manière d'arrogance que M. Zuckman, et qui vienne expliquer comment notre pays y vit 50 fois trop au-dessus de ses moyens. Et c'est ça mon problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne parle que d'impôts, que de taxes, peu importe le pourcent. Je ne suis absolument pas contre, je vais te dire mieux que ça, je m'en contrefous. Ça peut pas être plus clair, hein. Mais alors à un point, tu n'as pas idée. Par contre, la séquence très bien réussie par LFI d'ailleurs, très bien réussie, finalement une séquence de gauche extrême, qui dit voilà, les riches payent. Peu importe, c'est peut-être totalement juste, pas de problème. Mais la séquence, elle est dramatique. Parce qu'elle l'évite toujours de poser le vrai sujet, qui est notre État vit comme un gros porc. Voilà, de manière scandaleuse. Et je suis bien placé pour en connaître des politiques et te dire que notre système marche sur la tête. Et c'est ça notre sujet numéro 1. OK pour le pourcent, mais déjà, nettoyons. Comprenons comment notre système doit fonctionner, rééquilibrons nos comptes, rendons des comptes. Après, on pourra en parler. Et autre point qui m'a choqué, c'est quand Gabriel Zuckman est invité sur le plateau de France Télévisions, Léa Salamé, du journal de 20h, je suis devant ma télé. Il n'y a aucun contradicteur, aucun. Une journaliste apparemment dépassée, qui laisse dire plusieurs fois dans l'interview que les gens qui ont des holdings en France sont des exilés fiscaux. Et je me dis, mais où on en est arrivé dans ce pays de fous ? Il ne faut pas se plaindre que mon fiscaliste avant-hier m'ait dit, pour la première fois, Jean-Philippe, j'ai géré 40 départs. Pour la première fois, 50% Milan, 20% la Suisse, 20% les Émirats Arabes Unis, 10% Espagne, Portugal. On en a marre d'être stigmatisé. J'ai un de mes collaborateurs qui a un certain nombre de moyens, mais qui est un collaborateur, qui m'a dit le lendemain de la télé, là, de Zuckman et de son attaque sur les holdings, « Ah, t'as une holding, toi ? C'est un truc de filou !» Voilà, on en est là. Alors ma holding, mon cher Mathieu, elle a financé une 60aine de projets. Elle a pris des risques inconsidérés avec cette trésorerie, ce qu'on appelle le réemploi, ce dont personne ne parle. Elle a créé l'hôtel Mont-Blanc, 100 salariés, le Macandie, 100 salariés, l'hôtel Flaubert, partout. Elle finance des dizaines d'entrepreneurs comme toi qui vivent grâce aux 50 000, 100 000, 200 000, 500 000 que j'ai investis à leur côté. Et ça, personne ne le dit. On est chez les fous. Et je voulais le rappeler d'ailleurs
à un politique, mais je n'ai pas eu le temps lors d'une interview où je rappelais qu'un qui était sur la taxation des holdings, j'expliquais que mon holding avait financé un énorme projet de restauration très connu à Paris, dans lequel il vient déjeuner régulièrement, et s'il n'y avait pas eu les holdings, il n'y aurait pas eu ce restaurant qui aurait ouvert. Donc, ce n'est pas le sujet du 1%. En fait, c'est un miroir aux alouettes, ce sujet des 1%. Oui, dis comme tu le dis, mais qui peut dire « Ah mais non, je refuse !» Par contre, je reviens à mon explication des charges sociales, 3 millions, 1,4 million. Tout mis bout à bout, ça s'appelle trop, c'est trop. Donc moi, je peux même payer 5% s'il fallait payer 5%. Peut-être même 10%. Mais qu'on me prouve que tout est parfait. Qu'on prouve qu'on vit comme un État comme le Danemark. D'accord ? Où l'homme politique, il voyage en 28B dans le vol Air France. Il prend l'Orlyval quand il arrive. D'accord ? Il rentre chez lui parce qu'il s'occupe de ses enfants, parce que c'est un privilège de servir l'État danois. Et à l'inverse, ce n'est pas... vous savez, ce que j'appelle chez nos politiques, c'est le complexe du gyrophare. Tu vois ? Ils adorent ça. Ils adorent vivre... on les voit bien dans Paris. Toutes avec les voitures. Voilà, donc c'est pas... En fait, je vais te dire un truc. Je me contrefous de Zucman, de sa taxe, de son bouquin. Il est devenu célèbre, c'était son rêve. Ce qui me gêne, c'est qu'on arrive à opposer des gens, en fait. Encore une fois. Les riches, les pauvres. En fait, je sais que tu commences à adorer mes citations. Quand les gros poissons maigrissent, les petits poissons crèvent. Il y a un moment donné, on ne peut pas toujours taper sur les mêmes. On a besoin de gens qui gagnent leur vie. Moi, je me dis comment je peux être dans un pays, et vraiment, je le pense, où Bernard Arnault, et je peux t'en parler, ma sœur a bossé 10 ans chez LVMH. Elle n'a jamais été aussi heureuse. Très bien payée, très, très bien respectée. Une entreprise gérée comme personne. Et la seule chose qu'on trouve à faire, c'est pas de faire 1h30 sur le narcotrafic, toutes les embrouilles et tous les drames de notre pays. C'est de faire 1h30 sur le mec qui a une des plus belles réussites du pays, qui paye la plus grosse part de fiscalité de l'État, qui nous fait briller dans tous les pays du monde. Mais comment un pays peut en arriver là ? C'est le genre de choses qui me donnent envie de partir. C'est le genre de choses. Je ne demande pas une décoration, je ne demande pas un câlin, je dis juste comment on a pu en arriver là. Donc voilà, en quelques phrases, mon analyse de la taxe Zucman, elle n'est pas présentée au bon moment. De la présenter quand tout va bien, en demandant un effort national à des gens qui se sentent respectés, évidemment. Ouais. De toute façon, que les politiques... Mais ça ne rendra pas les pauvres plus riches, rassure-toi, la taxe Zucman. Ça ira encore pas au bon endroit. Aujourd'hui, la France est gérée tel un puits sans fond. Ouais. Tout le monde le sait. Le fait que les politiques soient complètement déconnectés, qu'il y ait des économistes qui jouent aux politiques et puis qui veulent faire de la démagogie, c'est ça qu'on s'appelle. Ça, c'est assez classique. Mais puisqu'on va en venir maintenant sur qu'est-ce qu'on peut faire, tu vois, qu'est-ce que les entrepreneurs peuvent faire, la révolte des entrepreneurs, ça en est où, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a quand même beaucoup de gens qui se demandent, et c'est vrai que c'est pas que des politiques qui disent ça. La France, c'est pas une start-up, tu vois, c'est ce qu'on a voulu croire avec Emmanuel Macron, c'est ce qu'on dit la start-up nation, tu vois, donc la nation des start-up. C'est un échec monumental, puisque sur tout un tas de projets, le projet économique est catastrophique. Il y a eu les gilets jaunes, il y a toujours un problème d'État obèse, encore pire que quand c'était François Hollande qui était de gauche. Enfin, c'est parti en cacahuète l'histoire, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ? C'est quoi l'action qui est la plus utile, qui permet de renverser la table ? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire les entrepreneurs ? Et surtout, la question qui est associée à ça, c'est est-ce que la France peut être gérée comme une entreprise ou pas ? Parce que ça a été testé déjà, tu vois, aux États-Unis, Trump et Musk, ils ont essayé de le faire. Il le gère quand même pas mal comme une boîte tout seul, mais plutôt rapide, avec des décisions rapides. Je ne fais pas de politique ni pro ni anti, je dis juste que les décisions sont extrêmement rapides, sont prises de manière très efficace. Peu importe le jugement qu'on en a, j'ai le mien, je laisse les auditeurs, auditrices avoir le leur, mais en l'occurrence, c'est géré de manière extrêmement rapide en termes de décision, ce qui nous manque. Point. En fait, on oublie deux choses. La première chose, c'est qu'on n'est pas une nation d'entrepreneurs, qu'on le veuille ou non. Voilà, c'est pas l'Amérique, la France. T'as X% de personnes qui gagnent leur vie par la succession, par l'héritage. C'est un pays de rentiers, la France, en grande partie. On n'est pas l'Amérique, on n'est pas une start-up nation. C'était un énorme mensonge contre lequel je me suis battu en disant on va dans le mur, voilà, parce que toutes nos meilleures start-up, il y en a quelques-unes. Mais 90%, je parle au nom de certains de mes copains ou moi-même dans lesquels on a investi, je pense qu'on est bredouille et que notre investissement n'est pas prêt de revenir sur le compte bancaire. Pourquoi ? 9 sur 10 qui crèvent, c'est ça. Voilà, 9 sur 10, je crois que c'est la bonne stat, je crois même un petit peu plus, c'est 9,5 de mémoire, si je ne me trompe pas, mais peu importe. Mais il faut innover, il faut y croire, il faut y aller. Je pense qu'il faut, sans mélanger les sujets, il faut un travail éducatif qu'on n'a pas déjà. J'en reviens
à nos jeunes d'aujourd'hui pour l'IA, pour la formation de demain. En Chine, ils font déjà 8 heures d'IA par semaine, les gamins. Bon, tu verras que dans l'école de mon fils, c'est un projet qui aura peut-être, j'imagine, peut-être lieu l'année prochaine. Voilà, pour faire 1 heure ou 2. Bon, je veux dire par là, c'est un travail qui se fait sur 20-30 ans. Mais comme on est très court-termiste, on a fait croire aux gens qu'on est devenu une forme de start-up nation, et je pense qu'on a oublié tous les autres. Tous les autres. Je parle d'amis qui ont monté des empires. Je pense à mon ami Laurent de Gourcuff, Paris Society, Jim Malafaux, des gens qui ont fait des trucs de dingue dans le secteur de l'hôtellerie-restauration ou de tas d'autres business. Il y en a plein. Et je pourrais en citer 40 qui n'ont jamais eu le moindre début d'invitation à l'Élysée où on avait tous les start-upers du monde tous les 15 jours. Ces mecs-là ont créé des 1500 emplois. Ils ont des boîtes hyper pérennes qui font des EBITDA hyper solides. Et je pense qu'en fait, on a mis une espèce de deux France dos à dos. Enfin, je sais pas comment te le dire. Je le ressens vraiment comme ça. Moi, j'ai été des deux côtés parce que j'ai monté une boîte dans le digital. J'investis dans certaines. Mais j'ai investi dans l'hôtellerie, dans la restauration, dans le dur, dans les métiers, dans le dur. Et je pense que Emmanuel Macron a raté ce coup-là. Ce coup-là, il nous a fait rêver, mais ceux qui connaissent bien l'environnement savaient que ça irait dans le mur. Ce n'est pas possible. Sinon, faut des moyens tellement importants pour créer des leaders qu'il faut un fonctionnement qui n'a pas été celui qui a été pris. Donc, je ne sais pas s'il faut encore une fois renverser la table. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est arrivé à un stade où la défiance envers le politique, t'imagines que 9% des gens croient dans leur politique. Et puis ça doit être la stat pour Macron. Sur une émission de télé que j'ai fait récente, j'ai dit à un politique, 80% des gens croient dans leur entreprise ou dans leur entrepreneur. Moi, si j'étais à 9%, je pars de mon bureau en courant. Bon, je te rassure, ça ne les empêche pas de dormir, ils en ont strictement rien à faire. Ils veulent garder le job. Mais pour autant, je pense qu'il faut remettre, j'y reviens, le travail au cœur du débat. Et cette manière de faire, c'est de montrer. J'ai posté, j'invite les gens à regarder sur LinkedIn, mais j'ai fait un discours chez We Are à Lille. Je devais parler sur l'entrepreneuriat, sur la motivation, sur la France. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire comme thématique ? Et j'ai eu l'idée de dire, je vais raconter un rêve. Ce rêve, c'est je me réveille en mai 2021. Et puis, il y a le ministre de l'économie, le nouveau, qui est un entrepreneur et qui prend la parole pour la première fois pour parler aux entrepreneurs. J'invite tes auditeurs à aller voir le discours que j'ai écrit. J'ai envie qu'on parle aux entrepreneurs comme ça, avec de l'amour, de la bienveillance, l'envie de leur faire confiance et de les soutenir. Et c'est comme ça qu'on recréa une economic nation, une dynamic nation, une j'ai envie nation. Je ne sais pas s'il faut l'appeler start-up, je ne suis pas certain, mais une nation qui donne envie à tout le monde d'y aller. Parce que, encore une fois, j'en reviens un peu à ma maman, mais si on te regarde avec des jolis yeux et qu'on te dit on croit en toi, t'y vas plus. Là, on a l'impression qu'on prend des coups sur la gueule toute la journée. Voilà. Donc ça devient un vrai problème. Donc je pense que c'est l'heure, de manière très large, que tous les gens qui considèrent que le travail est la valeur absolue, qu'ils soient entrepreneurs, comme je te dis, salariés impliqués, il y en a beaucoup, ou autres, et évidemment agriculteurs. Hier, je ne veux pas taper sur une initiative, mais il y a Trop c'est trop, qui est un mouvement patronal qui voulait protester contre l'exagération fiscale et autres. Bon, on est dans un théâtre parisien et on est dans l'entre-soi. Voilà, je suis désolé, il n'y a pas un agriculteur en photo, il n'y a pas un entrepreneur de PME. Je dirais pas les noms, mais déjà la première photo, c'est ministre de l'économie qui dit trop c'est trop. Ben, je dis mec, c'est ton boulot en fait, je comprends rien. Donc il y a Roland Lescure, il y a l'excellent mais Nicolas Dufourcq, mais c'est le système quand même. Oui, bien sûr. Il y a 4 photos de personnalités ou 5 ou 6. Voilà, on ne parle pas aux bonnes personnes. Voilà, c'est moi les agriculteurs qui sont en train de gueuler en ce moment. Moi j'y suis pas allé, mais les agriculteurs, mon cher Mathieu, sont des entrepreneurs. Bien sûr, qui ont 20 bêtes, qui gèrent leur boîte, qui payent leurs taxes, leurs cotisations, leurs mutuelles, voilà, ils sont comme nous. Un qui se suicide tous les 2 jours, j'ai vu la stat il y a pas longtemps. Voilà, et on pourrait parler des fonctionnaires de police, des pompiers, de tous ces gens-là qui méritent, pour une énorme partie, à minima, faute d'avoir une décoration, un câlin, et qui donnent leur vie pour nous matin, midi et soir. Donc j'aimerais, moi, modestement, qu'un mouvement qui soit une association, pas un mouvement politique, je ne suis pas politique, je suis un entrepreneur, mais qu'un mouvement fédère une force puissante et qu'il puisse faire un minima contrepoids, ou en tous les cas, qu'elle puisse servir à ce que l'élu, femme ou homme de 2027, soit obligé de prendre en considération un certain nombre de prérogatives, à commencer par celles sur lesquelles nous commençons à travailler avec une petite équipe réduite, mais totalement sympathique et très, très, très impliquée dans ce projet que nous aimerions sortir d'ici le mois de mars-avril. Il y a beaucoup de sujets là entre le budget, c'est pas encore gagné, les municipales et autres. Voilà. Donc, je vais être très clair, j'ai pas d'ambition de long terme, c'est pas ma nature. Je le suis dans mes affaires, mais on me dirait, tu te projettes à 2035 ? Non, pas aujourd'hui du tout. Par contre, 2027 me paraît un besoin faire apparaître un besoin d'implication absolument total. Donc, on va essayer de le faire bien, puis on verra où ça nous porte.
là où je peux te challenger, on va parler après de comment les gens peuvent aider et puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire aussi concrètement. Mais tu as parlé de cette création de mouvement et de pousser des idées, d'être une sorte de think tank en fait pour pousser les idées des entrepreneurs. Action tank. J'aime pas le mot think. Faut arrêter de penser, il faut agir. Voilà. Mais on pourrait aussi dire que, tu vois, quasiment à chaque élection présidentielle, avant chaque élection, il y a eu des mouvements d'entrepreneurs. Il y a eu Business Object, Nous Citoyens avec Denis Père, il y a eu la révolte des pigeons qui, à la fin, a réussi à faire annuler la loi fiscale de l'époque et qui est donné par la suite France Digital, les gens le savent peu, en 2012-2013, repris par Jean-David Chamboredon, Carlos Diaz, etc. Donc il y en a eu plein des mouvements d'entrepreneurs, mais à chaque fois, ça n'a pas marché. Selon toi, pourquoi ça ne marche pas ? Est-ce que c'est parce que, en fait, un entrepreneur, justement, tu vois, c'est pas comme dans une entreprise, si ça te va pas, tes collaborateurs, tu les sors, concrètement. Mais quand tu es en France, tu peux pas sortir les Français de la France. Tu vois ce que je veux dire ? Donc il y a ce truc-là, où qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur, en France, ça marche pas ? Et qu'est-ce qui fait qu'il y a eu des échecs précédemment de mouvements Déjà, je pense que Nous Citoyens, tu fais référence à Denis Père, que je connais bien, c'est ce que je disais, qui est un chef d'entreprise formidable, remarquable. Par contre, c'est déjà il y a 7-8 ans. Non, mais c'est déjà une autre époque. Je pense qu'on n'est plus dans la même époque. Je pense que la volonté de l'entrepreneur de s'engager, on n'était pas arrivé à un tel point que j'appelle moi un précipice. Pour que moi, des amis m'appellent en me disant « Tu penses vraiment que tu vas te barrer ?» Parce que t'es le mec qui a dit « Je partirai jamais ». Et vraiment, je tiens cette conviction de manière très forte. C'était une autre époque. Donc je pense que le politique était quand même déjà encore respecté, apprécié et rassurait quand même le peuple. Le peuple a besoin de partis, de savoir pour qui il vote, de comprendre qu'il y a un environnement. Et Denis Père, c'était Nous Citoyens, c'était très audacieux et peut-être un peu avant-gardiste pour Nous Citoyens. Pour les pigeons, je crois qu'on a déjà évoqué le sujet tous les deux hors micro. Je crois que c'était une initiative de quelqu'un aussi que j'apprécie, qui s'appelle Jean-David Chamboredon, quelqu'un de génial. S'il écoute un patron d'Isaïe. Fonds d'investissement qu'il avait fondé à l'époque avec Pierre Kosciusko-Morizet et dirigeant remarquable. Et il avait une idée très précise, Jean-David, c'était de faire sauter une taxe. Voilà, il avait un objectif, il l'a fait à fond, il a fait des efforts, il a réussi. Voilà, c'était sa mission. Je ne crois pas que Jean-David ait eu, ne serait-ce qu'une seconde, l'envie de s'engager en politique. Par contre, je peux déjà te dire sans trahir un secret que quand il nous voit nous bouger les fesses, il envoie un message d'encouragement total en disant « Allez les gars, on y va !» Et il l'assume, parce qu'on est dans un monde où peu de gens assument grand-chose. Il l'assume par des commentaires, des likes et autres. C'est peut-être un peu bébête, mais ça montre quand même que certains n'osent pas montrer leurs convictions. Ils vont écrire par derrière via un message privé « Super, j'adore !» et d'autres se mouillent. Donc Jean-David est à fond derrière ce changement. Mais je crois qu'en fait, tout projet doit être incarné. Et déjà, beaucoup d'entrepreneurs, ou peu importe, de dirigeants, travaillent beaucoup. Donc à un moment donné, je reprends mon anecdote, mais quand tu te fais un forum BFM de 21h à minuit, que tu t'appelles Jean-Philippe Cartier, que tu as 42 WhatsApp de boule en même temps, qu'il m'appelle 40 fois à 20h parce que je suis toujours pas arrivé, que je suis arrivé à 9h moins 5, qui sont tous paniqués, que je dis ouais, j'arrive, je pars du bureau, j'arrive. Voilà. C'est pas la même chose. C'est pas le même mindset que... C'est pas les éditorialistes qui sont payés par BFM pour venir quand ils veulent. Je ne les critiquerai rien, mais en tous les cas, c'est pas mon métier. Je ne suis pas payé pour. Je viens pour défendre une parole, à commencer par la nôtre. Donc ça mériterait un peu de gentillesse de la part de certains. Et deux, je n'ai pas 15 conseillers. Là où nos politiques, quand ils se déplacent, je suis bien placé aussi pour vous le raconter, ils n'arrivent pas tout seuls, croyez-moi. Donc je viens tout seul avec mes corones et mon couteau, comme on dit en espagnol, et j'essaie de faire au mieux en ayant les soucis de la journée, comme tout le monde, qui ne sont pas forcément liés à mon action entrepreneurialo-politico. Voilà. Donc je pense que le moment est différent. Je le ressens comme ça. Et je pense que, je ne sais pas s'il faut être dans le retourner la table, c'est ce que je pense profondément, mais je pense que le moment est venu de monter un projet qui fédère un certain nombre de gens, qui se reconnaissent dans un certain nombre de valeurs que nous porterons tous ensemble. Et comme j'ai toujours eu l'impression, et je crache pas dessus, mais j'ai toujours eu l'impression que je ne me sentais pas du tout appartenir au MEDEF. Moi, je ne suis pas le MEDEF. Pour moi, c'est le grand patronat. Tu vois, le MEDEF, c'est des décorations, c'est des gens chics. Je ne dis pas que je ne le suis pas, mais je pense que le MEDEF a raté un tout petit peu sa mue vers la PME, vers... Oui, ça porte plus la parole des grandes entreprises. Vers l'agriculteur, même, je ne sais pas. Enfin, moi, je pense qu'il y a une place à prendre pour faire émerger ces paroles-là. Peut-être qu'on s'aère dans le mur. C'est la vie d'un entrepreneur. En tout cas, tu vas tenter. En tout cas, évidemment que je vais tenter. Ça, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Et je ne vais pas tenter longtemps. C'est la bonne nouvelle. C'est que je vais tenter sans perdre... Si tu veux, je ne veux pas aborder des sujets qui ne sont pas les miens.
J'ai des avis sur plein de choses, sur l'immigration, sur tout un certain nombre de sujets, sur la guerre en Ukraine, qui ont été abordés l'autre jour à un débat où j'étais. Moi, je reste sur mon sujet. Mon sujet, c'est l'économie, le travail. C'est un sujet que je connais par cœur. Donc, je suis très à l'aise à en parler avec n'importe qui, en one-to-one, à 5 contre 1. Je n'ai pas peur. Les autres sujets, chacun choisira la sensibilité qui lui paraît la bonne. Mais je pense qu'il faut que... Je pense que cette valeur et ce combat, c'est le plus important. Une société heureuse, c'est une société qui va bien. J'ai envie d'un pays heureux, en fait. Voilà. J'aimerais bien voir un pays heureux. Voilà. Je vais te poser une question. Ça va être le nom du mouvement. Un pays heureux. Pas mal, ça. Ce sera sur un t-shirt. Je vais te poser pour dormir. Voilà. Je vais te poser une question que tu vas pas aimer. Vas-y. Est-ce que si l'opportunité se présente, tu aimerais faire partie d'un gouvernement, voire carrément te présenter pour la plus haute marche? Et deuxième question qui est un peu inclue là-dedans, c'est les entrepreneurs, tu vois, les Pigasse, les Niel, les Arnaud, tous les mecs qui ont vraiment des grosses réussites en France. Est-ce qu'ils vont prendre le risque de perdre leurs affaires, de perdre leur réputation, alors que la France va mal? Est-ce qu'ils seraient capables, des gens connus, médiatiques, tu vois, qui du coup peut-être ont une chance de rassembler largement des Français, est-ce qu'ils pourraient le faire? Est-ce que, selon toi, est-ce qu'il y a un espoir que des gens comme ça se lèvent, et dans quelles circonstances? Et si c'est pas toi, je vais te répondre sur les autres et sur moi à la fin, mais je suis pas dans la tête des autres. Je sais que Mathieu Pigasse a toujours eu une revanche à prendre sur Emmanuel Macron, donc il aurait aimé être à la place d'Emmanuel Macron, donc. Je ne le connais pas personnellement, mais je connais un certain nombre de gens dans l'entourage. Je pense que oui, lui, il doit vraiment avoir envie de le faire. Après, est-ce que c'est une bonne idée? On vient de se faire 8 ans du clone. Donc, je ne suis pas certain que ça soit ce que veulent les Français. Mais encore une fois, pourquoi pas? Xavier Niel, pour lequel j'ai un respect absolu, qui est un de nos très grands dirigeants, un garçon brillantissime, un homme brillant qui vient du 94 et qui a une réussite qu'on lui connaît. Je pense que ces gens-là iraient si jamais à 1 mois ou 2 mois près d'une élection, ils étaient persuadés de gagner. Parce que ce qu'il y a à perdre est quand même assez engageant. Donc je pense que la question se pose. Je pense qu'ils ne parlent pas pour eux, c'est mon ressenti. Je pense qu'ils peuvent se la poser. Je me la poserai à leur place, parce que c'est un vrai challenge. Et puis c'est quand même tu as fait des choses exceptionnelles pendant 30 ans dans ton pays. Tu dis, tiens, maintenant, on va faire... the cherish on the cake. On va changer l'état d'esprit de la France, on va la remettre d'équerre, on va la gérer au mieux dans l'intérêt de notre société. Quelle réussite, si jamais ça peut être fait par un mec comme ça et réussir. Moi, je serais le premier à les soutenir quelqu'un comme Xavier à 400%. Je dis bien à 400%. Mais il y a quand même des choix de vie très, 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 très impactants quand tu vas là-dedans. Voilà. C'est-à-dire que si tu te lances, en fait, quand tu es entrepreneur, ta banque, elle te passe un coup de fil immédiatement pour te dire... C'est bien plus que ta banque. Je ne pense quoi. pas que ça soit ce qui gêne Xavier Niel. Je pense que tu as une famille, tu as une vie, tu as des enfants, tu as plein de paramètres, le politique. Pourquoi beaucoup de gens n'y vont pas? Pourquoi? Parce qu'on te scrute. Leur vie, en mais fait, tout, ta vie, ton patrimoine, ouais. ton machin, c'est n'importe quoi. Donc, après, pour te répondre, donc je ne peux pas parler pour les autres, mais en tous les cas, ce que je ressens profondément, c'est qu'il y a une envie que ça bouge, comme jamais. Peut-être que je me trompe. Mais c'est le ressenti que j'ai. Il y en a plein, des mouvements, 300 pour la France qui s'est lancé. Mais 300 pour la France. Je suis avec Mathieu au téléphone dans 1 heure qui veut qu'on aille voir des agriculteurs. Il m'a répondu à mon dernier post en me disant, t'as déjà 300 personnes derrière toi, compte sur nous. Tout le monde est... Je suis dans le cercle de Hervé Novelli, le cercle des entrepreneurs engagés, avec qui j'étais en Zoom à 11h30 du matin ce jour même. Ouais, on se parle tous. À un moment donné, tout ça. Pour expliquer à notre audience, il y a plein de mouvements. Et effectivement, il y a une énergie. Moi, je m'intéresse au sujet aussi. Il y a plein de mouvements qui se réveillent. En effet, on sent que la révolte des entrepreneurs, elle est en marche. Il va se passer quelque chose. Encore une fois, je fais exprès de tempérer ton propos sur le mot révolte, parce que je veux surtout pas ressembler à ce que font certains dirigeants politiques de mouvements que j'apprécie pas du tout et qui jouent sur ces peurs. Voilà. Moi, je pense qu'il faut qu'on se fasse entendre une bonne fois pour toutes, et si on n'y arrive pas, on prendra nos responsabilités. Ceux qui resteront, et ceux qui considéreront qu'ils n'ont plus rien à faire ici prendront leurs décisions. Mais moi, ce qui m'inquiète beaucoup, et je finirai par mon cas, c'est pas les patrons milliardaires qui partent. Moi, j'ai un garagiste qui est par ma Smart, qui est parti au Portugal, qui me dit, moi, j'ai 250 000 euros de patrimoine, ras-le-bol. Les charges, la pression, le stress, j'ai eu un micro-contrôle URSSAF pour rien, ça m'a pris 2 semaines, 3 semaines, et il part au Portugal, il me dit, j'ai mes 2 mains, je sais travailler, j'en ai marre, je veux aller ailleurs. Et au moins, il fera beau, les gens ont l'air plus aimables, voilà. Parce que c'est ça qu'on oublie de dire. Parce qu'on parle toujours le milliardaire. Le milliardaire, il part pas, ça se voit trop. Hein. Les gens disent n'importe quoi. Bernard, il part. Déjà, ça nous ferait bien mal au derrière, je peux vous le dire, déjà pour les finances publiques. Mais à part ça, ces gens-là, ils partent, ça se voit comme le nez rouge d'un clown. Par contre, on voit pas toute cette France silencieuse qui part. Mais il y en a des tas, des dizaines. Avant, oui, c'était la pure raison fiscale, il y a 10, 15, 20 ans. C'est fini aujourd'hui.
C'est d'autres raisons. C'est une espèce de contexte morose. C'est contexte on peut pas morose, réussir, négatif, c'est négatif, politique, ouais. minable. Cette Assemblée nationale à vomir, ces décisions purement politiques qui ne vont absolument pas dans le sens de l'évolution de la société, dans l'intérêt de nos enfants. Ras-le-bol. Je crois que c'est ni droite ni gauche, c'est ras-le-bol. Donc moi, tu me parlais aussi de mon cas personnel. Président ou pas président, Oui, bien sûr. Président de H8 Invest, c'est déjà un beau titre. Et c'est 30 ans de travail pour arriver là. Donc ça me va pour l'instant. Non, la seule chose que je peux te dire, c'est que je vais faire les choses avec conviction, implication, et essayer de bien le faire. Et je peux te dire autre chose. Je reviendrai peut-être te voir à ton micro. Ça sera peut-être la dernière fois pour te dire, écoute, j'abandonne. Ce pays me déprime. Désolé, Loulou. Mais voilà, viens me voir à Montreux. Sur le lac, lac suisse. Et puis au Festival du Mans, parce qu'à mon avis, tu as une certaine capacité sur scène à raconter des petites histoires. Il se peut que je me produise au Festival de Montreux, que j'adore d'ailleurs. J'adore cette ville. Une pensée à Montreux en Suisse où on vit pas mal. Ouais. Donc pour l'instant, voilà, l'ambition, elle est là. Se projeter n'a aucun intérêt. Et je le pense, c'est pas pour faire... Voilà. En l'occurrence, quand tu fais quelque chose... c'est pas à toi que je vais l'apprendre, tu le fais parce que tu vois un résultat. C'est ouvert ce mouvement, qu'est-ce qu'il peut faire les gens là? Tu vois, les gens qui nous écoutent, qui disent putain, Jean-Philippe. Alors aujourd'hui, ce mouvement, il travaille, je vais essayer d'être clair, il travaille avec une équipe d'une dizaine de personnes qui se réunit déjà tous les mardis, assez longuement, pour travailler sur un programme, sur des réformes. Il va voir le jour officiellement, il y a déjà un Instagram, il s'appelle à ce stade Le Pouvoir de l'Action, mais... il risquerait d'être plus court, le nom d'ici quelques semaines. On travaille avec quelqu'un que je remercie aussi, qui s'appelle Frédéric Raillard, voilà, de l'agence Fred et Farid, qui apporte tout son soutien à ce projet et qui est un entrepreneur hors pair et que j'embrasse. Et donc voilà, d'ici le mois de mars, il y aura tous les éléments qui permettront d'en savoir plus, d'aller voir les réformes, le projet, y adhérer et de pouvoir mettre sa pierre à l'édifice pour essayer de faire bouger les lignes. Donc aujourd'hui, ça s'appelle Le Pouvoir de l'Action, uniquement sur Insta, totalement modeste, parce qu'aujourd'hui, la vraie question, c'est d'aller un peu sur les plateaux, commencer à faire entendre la voix, mais c'est surtout de travailler et d'être capable de proposer quelque chose de cohérent pour pas dire que des conneries et de faire un peu à l'inverse de ce qu'on entend depuis des années. Donc on y travaille fortement. On a encore une réunion. La prochaine a lieu le mardi 6 janvier. C'est pour vous dire que c'est très précis. Et tous les gens dont je vous parle, et je ne donnerai pas les noms parce que les gens qui sont en poste dans les entreprises et qui n'ont pas envie que ça soit forcément divulgué, mais ils mettent de leur temps, de leur énergie, parce que quand tu te rejoins à 19h et que tu finis à pas d'heure la nuit, c'est vraiment que tu es convaincu et que tu as envie, parce que c'est sur ton pur temps personnel. Donc je t'en ferai savoir et j'espère bien que tu passeras l'information quand ça sera totalement... ready, chaud, prêt ready, à show, consommer. Exactement. Magnifique. On arrive sur la dernière question de ce podcast. J'aimerais te demander déjà, qu'est-ce que tu aimerais dire, envoyer comme message à tous les entrepreneurs qui travaillent, les dirigeants de patrons de TPE, de PME, du start-upper au boulanger, au commerçant, à l'agriculteur, comme on a dit, à celui qui a une agence en région, à Paris. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire pour cette année-là qui va arriver? On enregistre, on est fin décembre. Ouais. Ils ont peut-être passé une année un peu compliquée. Ouais. Qu'est-ce qu'on a envie de leur dire? Je suis un optimiste convaincu. Je ne pense pas que 2026 va être une année simple. Ça serait se mentir si je te disais le contraire. Contradictoire, là. Non, mais mais optimiste n'empêche pas d'être lucide, Jérémy. Pour autant, j'aimerais... Optimiste, c'est, la définition, c'est un pessimiste expérimenté. Je la connais pas mal, celle-là. Je dirais une chose, réunissons-nous. C'est le moment, les entrepreneurs sont des agriculteurs. Les agriculteurs sont des entrepreneurs. Une PME est pareil que le micro-entrepreneur. La micro-entreprise, c'est pareil que le salarié impliqué qui passe 10 heures par jour parce qu'il aime sa boîte. Voilà, à un moment donné, je pense que faisons-nous confiance et soyons capables de croire suffisamment en nous pour laisser penser qu'une alternative est possible et que tout n'est pas foutu. Voilà. Je pense que rien n'est foutu. Je pense qu'il y a des gens qui vont s'impliquer et j'espère qu'on va être capable, toute cette partie de cette France courageuse, voilà, qui veut que le travail soit au pouvoir, et qu'elle essaie de se réunir autour d'un joli projet. Voilà ce que je leur souhaite, et je leur souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Et réellement, on est tous quelque part un peu liés, parce qu'on fait tous marcher la machine France. On est tous un peu liés. Voilà. Et il y a beaucoup de gens, notamment, je fais pas du tout le politique, mais ça m'a dévasté de voir encore l'agriculteur qui s'est suicidé ce week-end. Enfin, comment on a pu en arriver là, en fait? Je sais pas, comment on a pu en arriver là dans un pays comme la France, avec ce qu'on a pu payer. Moi, je sais ce que j'ai payé d'impôts. Je vois l'état, encore une fois, de l'hôpital, je vois l'état de nos agriculteurs, je vois l'état de la France. Franchement, quand on me dit qu'un entrepreneur sera incapable de gérer la France, franchement, pire, ça me paraît strictement impossible, chers amis. Voilà. On va terminer sur 2 questions plus intimes. Je crois que c'était la dernière. Non, mais j'en ai toujours en réserve, mais je vais me contenter de 2. Elles sont rapides. Moi, j'en ai une. Pourquoi ne pas toucher au rideau?
Non, je sais pas, il y a écrit ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a Bah, derrière le il y a rideau? de la lumière, c'est comme pour Ah, il y les a un vampires, spectacle ça- derrière, je ça- crois qu'il y a un spectacle. ça, Non. il y a- non, c'est pas un cabaret comme chez toi. Hein. Merde, Ah merde. ça me donnait envie. C'est quoi ton plus gros regret quand tu regardes toute ta carrière? Toute ta vie, peut-être toute ta vie même. Oh, c'est un regret personnel. Donc, On le taira. on taira. Ok. Et pour qui tu as le plus de gratitude? Oh, tu l'auras compris. Pour ma maman. On l'embrasse fort de la Wallée alors. Merci Jean-Philippe.